ABK Matin, l'interview. Le docteur Hilaire Kamga est l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Bonjour docteur Hilaire Kamga, bienvenue sur ABK Matin. Merci surtout de répondre à nos questions. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, tous les citoyens qui écoutent cette radio citoyenne. Vous avez initié la solution 25 pour le Cameroun en vue de la présidentielle de 2025 où le président de la République actuelle totalise 43 ans au pouvoir et constitue un adversaire coriace pour ceux qui souhaitent le remplacer. La solution que vous avez trouvée correspond à la formule 24+1. Pourquoi cette solution, docteur Hilaire Kamga? Oui, d'abord, tout simplement parce que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, d'abord, il faut corriger, c'est pas parce que M. Biya-Paul serait très populaire ou alors très coriace, non, c'est simplement parce que le système qu'il a mis en place lui permet, comme ça, de se renouveler de manière permanente. Donc, nous, on a analysé la situation sur les 30 dernières années. Oui. Et on est arrivé à la conclusion selon laquelle, au regard de la fragmentation assumée de la société camerounaise, au regard de la situation du repli sur soi d'un certain nombre d'entités, que ce soit des entités ethniques, les entités régionales, les entités religieuses et autres, linguistiques même, il est important de créer une dynamique fédératrice qui prenne en compte ces éléments de fragmentation. On ne peut pas construire aujourd'hui une logique gagnante sans prendre en compte ces éléments de fragmentation de la société camerounaise. Et c'est fort de cela qu'il est important pour tous ceux qui aspirent, qui voudraient le changement au Cameroun, de comprendre l'enjeu de la fédération, en fait, de la convergence des forces, et de pouvoir s'engager dans ce que j'appelle le pouvoir transactionnel. Il faut absolument négocier par une voie de transaction la gestion de la transition qui s'impose. Que nous partons de l'hypothèse qu'il faut nécessairement une transition au Cameroun pour pouvoir faire naître une troisième république. Et pour arriver à une telle république, une transition comme celle-là, il faut que pendant une période de transition, on négocie le vivre ensemble pour pouvoir arriver à un nouveau Cameroun assis sur une constitution de nature d'essence endogène et dans laquelle les Camerounais se reconnaissent tous. Oui. C'est pour ça que nous avons conçu cette solution qu'on propose comme un pacte citoyen qui s'appelle Solution 25, 1+24. Oui, et que représente le 1 et que représentent les 24 dans ce pacte citoyen? Ben, écoutez, le 1, c'est le président de transition. Oui. Et les 24, c'est les 24 membres du Conseil supérieur des citoyens. Pourquoi? Parce que le pouvoir de transition va être un pouvoir bicéphale. Parce qu'il faut absolument éviter, parce que les Camerounais ont tous envie de changement, oui, qu'on laisse le Cameroun à un individu, qu'on lui donne un chèque en blanc, qu'il a imaginé le nouveau Cameroun en lieu et place de l'ensemble des Camerounais. Non, c'est pas ça qu'on veut. L'heure n'est pas au projet de société. Chacun peut venir dire, OK, je veux construire 50 000 routes, 1000 km de route, je veux mettre 500 bâtiments pour l'école, ainsi de suite. Tout ça, c'est dans tous les programmes de société. Oui. Mais le Cameroun a besoin d'une rupture totale et pour se repenser. Et donc, on a là l'idée de mettre en place un projet conjoncturel. Et dans le cas des 24, c'est des personnes qui vont être appelés à gérer l'ensemble des institutions de la transition en dehors de la présidence de la République et du gouvernement. Parce que le 1, lui, il va mettre en place son gouvernement et il va gérer les affaires courantes pendant les 4 ans de transition. Oui. Entre-temps, toutes les autres institutions qui vont produire la troisième République vont être gérées par les 24 membres du Conseil supérieur des citoyens. Et d'où viendront-ils ces 24 membres? C'est justement le fruit de la prise en compte de la fracture ou alors de la fragmentation de la société camerounaise, des replis identitaires qu'on a aujourd'hui et des replis régionalistes qu'on a, linguistiques. Tout ceci va être pris en compte et les plénipotentiaires des différents groupes qui s'assument aujourd'hui dans leur retranchement sur eux-mêmes, ces différents groupes vont entrer en transaction pour que ces différentes régions, ces différentes ethnies, grands courants ethniques, courants linguistiques et autres, soient présents dans les 24. Comme vous le savez très bien, oui, depuis 2016, par exemple, il y a une guerre dans le Dosso. Nos amis du Nord-Ouest et du Sud-Ouest estiment que Yaoundé ou alors les francophones les gèrent plus bien. Donc c'est tout à fait légitime qu'ils estiment qu'aujourd'hui, le pouvoir
après Biya, c'est entre leurs mains. Les Sawa estiment qu'ils ont été envahis, il y a des choses de cette nature, ils se retournent, replient en eux-mêmes, c'est tout à fait naturel, un repli sur soi-même pour mieux se défendre. Il est donc normal que ces gens soient sur la table par leur pays potentiaire pour mieux négocier, mieux transacter sur la question. Les Bamileke, par exemple, estiment que tout le monde se lève contre eux pour dire c'est eux les envahisseurs, et ainsi de suite. C'est normal qu'ils se replient en eux-mêmes pour dire ok, mais on fait quoi maintenant? Et donc leurs pays potentiels vont être sur la table. C'est tout à fait normal pour les nordistes aujourd'hui. 10 millions de nordistes, j'étais dans les régions, dans les villages. Je sais que c'est un mouvement qui porte énormément parce que ces nordistes-là, même si c'est pas un groupe totalement homogène, au moins régionalement, ils sont homogènes. Et ils croient en leur mouvement 10 millions et ils estiment que c'est tout à fait normal, après avoir humilié M. Aïdjo, qu'un nordiste prenne le pouvoir. Oui. Donc on peut multiplier comme ça des cas de repli assumé, identitaire ou autre assumé. Et donc, quand on est dans un pays bloqué de cette manière-là, il faut trouver une mécanique de transaction de pouvoir pour mieux gérer la période de transition. Et donc, les 24 vont être des pays potentiels de tout maillage de repli sur soi, entre guillemets, ou alors de fragmentation assumée de la société. Voilà ce qui va se passer. Et donc, pour conclure sur ce 24 plus 1, oui. Il faudrait donc éviter que le 1 ne puisse dès qu'il est installé, qu'il s'accapare l'ensemble du pouvoir pour se maintenir et détourner le dispositif, l'aspiration des Camerounais au changement. Et donc, nous avons prévu que les 24 et le 1 sont obligés de co-gérer ce que nous appelons les forces de sécurité et de défense. Ils doivent co-gérer les forces de sécurité et de défense. Donc, ce sera une co-gestion. On ne pourra pas affecter dans l'armée, ni dans la police, ni dans la gendarmerie, tant que les deux têtes de pouvoir aient donné leur avis. Voilà à peu près comment on pense 1 plus 24. Docteur Hilaire Kamga, que deviennent les hommes politiques qui ont créé, les leaders des partis politiques qui ont créé leur parti politique pour conquérir le pouvoir et qui, depuis plusieurs années, sont en train justement de mener des actions allant dans ce sens avec la solution 24 plus 1? Mais écoutez, la solution n'est pas une solution d'Hilaire Kamga, ou encore de toutes ces personnalités qui sont autour de cette solution. Vous avez vu la cérémonie de lancement, il y a un certain nombre de personnalités, il faut ici louer les gens comme Metcom qui ont donné leur aval, le roi Sokoudjou, un certain nombre de Torois, oui. Et d'autres éléments du clergé qui pensent que c'est la bonne solution. Donc il n'est pas question d'envisager cette solution comme étant une solution par opposition à des acteurs politiques. Au contraire, c'est une solution qui est mise à disposition des acteurs du changement, dans lesquels on retrouvera les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs même du pouvoir qui pensent que le changement est utile et indispensable aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que lorsque nous avions lancé l'initiative, la plupart des leaders qui comptent, on a pu omettre certains qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas reçu une correspondance, oui. Nous nous en excusons et ils vont peut-être nous rappeler et puis on s'excusera davantage. La plupart des leaders, candidats déclarés, pour leaders non déclarés comme candidats, leaders d'organisations solides, leaders de partis politiques ou de groupes de partis, tous ont reçu officiellement des correspondances et les bien fondés de la solution 24, qui doit être la solution négociée et transactée. Quel est le feedback qu'ils vous ont donné après avoir reçu les différents documents relatifs à cette solution 24 plus 1? Mais comme c'est pas une œuvre qui nous appartient, nous seuls, oui. Et que ça doit marquer, il faut un marqueur historique sur cela, nous documentons. Donc nous avons écrit officiellement, ils ont déchargé officiellement, oui. Et nous allons rendre compte dans 1 ou 2 semaines de l'état de la situation. Mais je peux vous dire d'emblée que un certain nombre de leaders ont déjà écrit pour donner leur accord de principe pour cette dynamique collective. En cela, d'abord, il faut le rappeler, nous n'innovons pas, nous n'inventons pas la roue. D'autres initiatives de convergence ont été mises en place que nous respectons. Et on a pris cela en compte pour construire la solution 24 qui s'adosse sur la seule dynamique de convergence qui a pu aboutir à un résultat valable au Cameroun, c'est-à-dire l'Union pour le changement de 1992, dans laquelle moi, personnellement, j'étais le rapporteur général de la suite de communication. Donc, oui. On a exploité tout cet existant dans lequel on a vu les partis politiques se mouvoir dans une dynamique de convergence, et on a exploité les échecs et les éléments qui auraient pu permettre de réussir au Cameroun et ailleurs pour proposer cette solution collective de prise de pouvoir qui, à la réalité, s'oppose à toute solution individuelle qui n'a aucune issue au regard, toutes choses égales par ailleurs, comme disent les économistes, au regard du contexte camerounais.
Il reste que le problème du code électoral se pose. Comment cette solution réussira-t-elle à pouvoir contourner ce problème qui jusqu'ici est jugé ne pas être transparent et ne facilite pas justement la tâche à tous ceux qui sont des leaders des partis politiques de l'opposition? Madame Sidonie, je vous connais comme une très bonne journaliste. Oui. Et je sais qu'à ABK, il y a beaucoup de très bons journalistes qui ont aussi, qui font beaucoup de recherches. Et je sais que vous avez, ne serait-ce que parcouru certains de nos ouvrages. Et l'un de mes derniers ouvrages que j'ai publié, c'était sur le code électoral. Oui. Intitulé Les 100 problèmes du code électoral camerounais. Donc, je suis bien placé pour savoir les problèmes qu'il y a dans le code électoral parce que ça fait partie de mon domaine d'expertise. Tout à fait. Principal. C'est la raison pour laquelle la question vous est posée pour la gouverne de nos auditeurs, Dr. Ila Kamga. Et donc, nous postulons déjà que le système électoral, donc, système inclut normes et institutions pour appliquer la norme. C'est-à-dire, et quand on dit norme, dans ce cas, c'est le code électoral, la constitution et autres, le système électoral camerounais n'est pas bon du tout. Oui. Il est là pour favoriser la fraude électorale et la tricherie électorale. Je forme les gens dans ce domaine depuis 20 ans, pratiquement. Je travaille avec ceux qui ont conçu les premiers éléments du code électoral, c'est-à-dire les lois électorales de 91, comme le professeur Mbomé et autres, qui nous ont dit les termes de référence qu'ils ont eus. La loi de 92, qui porte code électoral, de 2012, ne vient pas innover, ça ne change rien sur le principe de base. On a un code électoral qui est là pour favoriser la fraude. Maintenant, vous le savez aussi que nous devons théoriser ce qu'on appelle la masse critique électorale. Tout à fait. Parce qu'à toute solution, à tout problème, il faut une solution. Et la solution en attendant que le Cameroun se dote d'un bon code électoral, peut-être ce ne sera pas sous M. Biapol, il faudrait prendre en considération l'existant et trouver des solutions pour contourner les différentes fraudes, et nous les proposons. Et c'est pour ça que dans un des ouvrages, nous montrons que malgré le code électoral, et tout le monde le sait aujourd'hui, je crois que tous les Camerounais le savent, malgré les mauvaises lois électorales, la masse critique électorale locale a toujours existé dans le Noun. Elle a toujours existé dans le Mankong, dans le sud-ouest, le nord-ouest, à Bamenda. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, malgré le dispositif frauduleux dans la loi électorale, on ne fraude pas là-bas. On ne peut pas détourner les élections là-bas. La masse critique électorale a toujours existé dans l'Union Kélé. Que ce soit le moment de l'UPC ou du PCRN et autres, il y a toujours la masse critique parce qu'il y a une conscience politique et une détermination de citoyens capables de bloquer. Et pour cela, c'est pour cela que nous disons, en prenant en compte la fragmentation sociétale, qui fait qu'il y a des petits leaders, pas des petits leaders, des leaders qui ont une emprise sérieuse sur des régions, sur des localités, oui. Si tout ce monde fédère, parce que ces petits leaders sont capables, ou alors ces leaders au niveau local, là où ils ont de l'emprise, peuvent réussir à créer ce qu'on appelle la masse critique électorale locale. Or, si on les fédère tous, on peut avoir la somme des masses critiques électorales qui va donner ce que j'appelle dans mon ouvrage la masse critique électorale nationale, la MCEN. Or, pour bloquer la fraude au niveau de l'élection présidentielle, pour résister face à la fraude, il faut créer donc la masse critique électorale nationale. Et quand vous avez cette masse critique électorale nationale, ça veut dire que si vous avez un résultat comme celui de 92, où on avait 39, l'opposition, les forces du changement avaient 39 et le NPC 36, mais en fait, comme vous savez que le 6, ça ressemble un peu au 9, on a inversé un peu. Bon, ben, il y avait cette détermination comme aujourd'hui. À la réalité, le peuple devrait par lui-même être dans la rue, pacifiquement, pour exiger le respect. Et pour que ça réussisse une exigence par le peuple, le respect des résultats sortis des urnes, il faut qu'il y ait une masse critique électorale nationale suffisante. C'est-à-dire que la quantité, le nombre, quantitativement, le peuple qui est dans la rue amène des brillants amis des forces armées, parce qu'il y en a qui se croient aux droits de l'homme, beaucoup dans l'armée camerounaise et dans la gendarmerie camerounaise. Oui. J'en ai formé moi-même beaucoup, donc il y en a beaucoup qui sont arrimés aux droits de l'homme. Donc quand ils verront la foule, quand ils verront la masse critique électorale nationale, ils comprendront l'intérêt qui est le leur à ne pas se retrouver dans une situation où ils en répondront individuellement. Parce que le cadre juridique régional aujourd'hui, l'article 21 de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, aujourd'hui, permet qu'on puisse dire que ceux qui veulent violer ou alors modifier des lois ou des constitutions pour rester au pouvoir ou pour rester au pouvoir sont contre le peuple. Donc, le peuple souverainement sera dans la rue pour pacifiquement exiger le respect
de la légalité et de la légitimité. Oui. Donc, c'est pour ça que la solution existe, la construction de la masse critique électorale nationale, qui est l'agrégation de la masse critique électorale locale. Or, on ne peut le faire que si dans la solution 24, par exemple, ceux qui sont si par exemple dans le Grand Nord est assumé, et assuré et assumé, de là mettre leur leadership à la disposition du collectif national, dépendre le vote là-bas pour produire quantitativement ceux qui vont venir au niveau national, dépendre de la victoire finale. Si on ne peut pas le faire, ça n'est pas possible. Et aucun leader aujourd'hui ne peut le faire, parce que la fragmentation sociétale ne permet pas une telle agrégation des forces qui vont concourir vers la résistance par rapport à une fraude post-électorale. Donc, vous craignez qu'on ne puisse pas avoir ces résultats si jamais nos différents leaders ne venaient pas à le comprendre, à comprendre que ce n'est que par là qu'ils peuvent réussir à atteindre la tête du Cameroun? Mais écoutez, nous avons dit solution 25. Lorsqu'on aura la discussion avec l'ensemble des leaders qui ont déjà donné leur avis favorable et ceux... Ils pourront dire que c'est pas 25, ça peut être 23, ça peut être 17, ça peut être 18. Oui. Voilà, mais simplement, le principe de la bicéphalité de la gestion de la transition est un principe immuable qui est la seule garantie pour le peuple. D'accord. Parce que nous voulons que cela se passe pour créer l'électrochoc. Et donc, pour revenir à votre question, je peux vous dire ici, madame, que toutes les analyses ont été faites. Si on s'éloigne de cette solution collective, c'est-à-dire que de la convergence de forces pour aller affronter le régime RDPC, il n'y aura pas de victoire possible déclarée en octobre. Mais est-ce que vous avez l'impression, docteur Hilaire Kamga, que les leaders des partis politiques qui sont engagés dans la course vers la présidentielle, la présidence de la République, soient conscients de cela? Est-ce que lorsque vous les observez se déployer sur le terrain, vous avez l'impression qu'ils vont dans le sens de ce que vous préconisez? Bon, je ne peux pas présager ou présumer des intentions des uns et des autres. Je crois que je me permets simplement de dire que les uns et les autres sont sincères lorsqu'ils disent lutter tous pour le changement, lorsque tous disent être conscients de la souffrance du peuple et qu'il est temps d'abréger. Bon, maintenant, est-ce que les uns et les autres ont compris l'importance de la solution collective? Ça, j'en sais rien. Oui. Je vous répondrai lorsqu'on aura fini notre tour d'horizon avec les différents leaders qu'on est en train de contacter. D'accord. Maintenant, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Aucune solution individuelle ne peut inverser les tendances. J'ai hésité encore lorsque je n'avais pas l'assurance de la candidature de M. Biapol, mais puisque sa candidature est pratiquement actée par ses plénipotentiaires, comme je le ressens, même sa photo va être déclarée élue s'il n'y a pas une dynamique collective capable de montrer que l'armée va faire un choix à un moment donné, au lendemain des élections. S'il n'y a pas une dynamique collective, c'est pas possible. Oui. Alors, cette dynamique collective ne s'inscrit pas dans une logique d'alignement derrière un individu quelconque, qui qu'il soit, quelle que soit sa beauté, mais ça s'inscrit dans une logique de transaction dans laquelle les acteurs qui décident de se mettre ensemble comprennent chacun qu'est-ce qu'ils en gagnent. Et donc, qu'est-ce que leur communauté, leur groupe, ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils en gagnent là-dedans, et quelle est la garantie que ce qu'ils avaient comme problème va être résolu, ou alors que la nouvelle République permettra de garantir que ces différents problèmes soient pris en considération. Oui. C'est pour ça qu'il faut une transaction pour obtenir ce collectif de 25. Il faut que la transaction permette que chacun trouve son compte dans l'opération. Il ne s'agit pas d'un gâteau à partager, mais simplement que chacun puisse avoir des arguments pour aller rassurer sa base. La base n'est pas forcément la base politique. La base, c'est l'air d'expression du leadership de chacun à la réalité. Donc, il faut cette transaction-là. Et quand cette transaction a été, et que on sait, par exemple, que la commission vérité et réconciliation va être dirigée par un ressortissant, par exemple, du Nord-Ouest ou du Nord, alors à ce moment-là, la rentre et dit, nous avons entre les mains tel élément qu'on va nous-mêmes implémenter dans la dynamique globale. Et rassurez-vous, nous ne permettrons pas que l'armée soit utilisée pour confisquer la transition qui ne durera que 4 ans maximum. Oui. Voilà à peu près ce qui se passe. Donc les leaders, j'espère que les uns et les autres comprennent l'enjeu de la mutualisation et que certains ne vont pas être seulement dans une posture de candidat qui va dire j'étais le deuxième parmi les échoués, j'étais le troisième parmi les échoués c'est pas important. Le peuple n'en a pas besoin. Le peuple a besoin d'être libéré et donc il veut pas savoir quel rang tu as eu, il veut savoir si in fine novembre
il est libéré. Et pour être libéré, il faut que le régime de Biya, Paul, soit balayé, bien entendu. Merci, docteur Hilaire Kanga. Un mot pour la seule minute qui nous reste dans le cadre de cet entretien. Est-ce que quelques élus locaux ont rallié les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun et est-ce que ces arrivées peuvent permettre au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'investir le professeur Maurice Kamto pour cette élection d'octobre? Non, écoutez, juste pour vous dire que moi je respecte beaucoup le professeur Maurice Kamto, qui était maître, c'est l'un des maîtres du droit. Oui. Et donc pour l'instant je maintiens à ses positions personnelles, qui lui-même avait déclaré qu'en refusant d'aller à l'élection de 2020, il savait que son parti ne pouvait pas présenter de candidat. Donc le reste c'est un débat et je ne souhaiterais pas que cette position a évolué, docteur Hilaire Kanga. Non, je veux pas entrer dans l'évolution. Je crois que jusqu'à maintenant, lui-même, il a dit que rien n'empêchera sa candidature. Et maintenant, il a dit que le MRC va le présenter. Vraiment, je m'incline devant sa position, tout en rappelant simplement que ce serait très dommage aujourd'hui que le grand maître du droit, que le professeur Kamto, annule comme ça les espérances des centaines de milliers de Camerounais qui croient en lui et qui voudraient le voir candidat. Je ne pense pas qu'il est temps, qu'il serait intéressant qu'il se constitue en cobaye pour expérimenter et faire créer une jurisprudence qui ne peut pas être utile pendant l'élection 2025, qui sera donc exploitée pour les analyses juridiques du droit électoral dans les années à venir, par les étudiants, par les chercheurs et maintenant aussi par les politiques lors des prochaines élections. Parce que s'il se fait exploiter comme cobaye, ça veut dire qu'il court le risque de se voir déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après le Conseil électoral, et donc ce sera, comme lui-même il a dit, le Conseil constitutionnel, c'est inattaquable, ce sera fini, basta. Or, est-ce que c'est ce que les Camerounais, un certain nombre de Camerounais qui croient en lui, même s'ils ne sont pas du MRC, est-ce que c'est ça qu'ils attendent, qui courent ce risque alors qu'il a d'autres possibilités entre les mains? Vraiment, je m'interroge d'ailleurs sur un certain nombre d'acteurs, y compris des universitaires, qui, beaucoup, convergent vers cette solution, à en faire de lui le cobaye qu'on va utiliser au Conseil constitutionnel pour permettre au Conseil de donner une décision qui va servir de jurisprudence plus tard. Ce serait très dangereux. Merci. Est-ce que c'est vraiment sincère de la part d'un certain nombre d'amis universitaires que je connais très bien, que je respecte beaucoup? Donc, je me demande simplement, est-ce que la naïveté ou est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que c'est on est à l'heure du juridisme ou des actions pragmatiques pour permettre à M. Kamto d'être candidat sans équivoque? Voilà. Merci, docteur Hilaire Kanga. Merci surtout de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions ce matin sur ABK Matin. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Docteur Hilaire Kanga, défenseur de la société civile, défenseur des droits de l'homme et membre de la société civile.